Un jeune garçon d'un appartement en location qui prétend que son père est un général 4 étoiles. C'est le mensonge le plus ridicule que j'ai entendu en 23 ans d'enseignement. Madame Monique Lambert ne le murmure pas. Elle l'annonce à toute la classe de CM1 de l'école primaire Jules Ferry. Puis elle arrache la rédaction soigneusement écrite par Léo Dubois de son bureau et la déchire en deux. Le bruit du papier qui se déchire résonne dans le silence glacial de la salle de classe. Elle la déchire encore et encore. Les morceaux tombent comme de la neige sur les baskets usées de Léo. Tu n'as pas le droit d'inventer des contes de fées pour te faire passer pour quelqu'un de spécial, Léo. Les généraux vivent dans de grandes maisons. Leurs enfants vont dans des écoles privées. Ils conduisent des voitures de luxe. Sa voix devient plus froide, plus tranchante. Il ne se présente certainement pas avec une allure. Eh bien, comme la tienne. Léo, 10 ans, reste là, figé. Ses mains tremblent de manière incontrôlable. Chaque enfant dans la pièce le fixe, leur regard un mélange de curiosité et de pitié. Elle froisse les morceaux déchirés et les jette dans la poubelle avec un geste de dédain. Pathétique. Avez-vous déjà vu une enseignante détruire un enfant pour être noire et dire la vérité? 2 heures plus tôt, Léo Dubois s'était réveillé à la voix de son père qui l'appelait d'en bas. Le petit déjeuner dans 5 minutes, soldat. La famille Girard vivait dans un modeste appartement de 3 chambres à Beaumont-sur-Loire, assez proche du camp de Satori pour qu'on puisse entendre la sonnerie du clairon le matin si les fenêtres étaient ouvertes. Le mobilier était propre mais usé. Les murs étaient ornés de photos de famille, mais rien qui ne criait famille militaire. Pas d'uniformes exposés, pas de médailles encadrées, pas de drapeau français ni de plaques. Protocole de sécurité. Le général Stéphane Girard ne faisait pas de publicité sur son travail. Dans la cuisine, Léo trouva son père assis à table, en jean et sweatshirt de la Sorbonne. Pour quiconque passait par là, il ressemblait à un père ordinaire, peut-être un professeur, peut-être un employé de bureau. Sa mère, la docteure Valérie Moreau, versait du café dans sa blouse de chirurgien. Elle avait une opération tôt le matin à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Sur le réfrigérateur, un dessin d'enfant au crayon de couleur montrait un bonhomme allumette en uniforme avec 4 étoiles sur chaque épaule. À côté, un calendrier avec la date du jour encerclé au marqueur rouge. Vendredi, journée des métiers des parents. Léo ne pouvait s'empêcher de sourire. Il attendait ce jour depuis des semaines. « Papa, est-ce que je peux leur raconter la fois où tu as rencontré le président ?» Le général Girard jeta un coup d'œil à sa femme. Valérie lui lança ce regard. Celui qui disait que leur fils méritait mieux que des secrets. « Léo, tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Certaines choses restent privées pour des raisons de sécurité, mais tous les autres peuvent se vanter de leurs parents. » « Je sais, mon fils. » La voix de Stéphane était douce mais ferme. « Notre famille est différente. Nous restons discrets. Tu comprends? » Léo hocha la tête. Mais il ne comprenait pas vraiment. Pas entièrement. Pourquoi les autres enfants pouvaient-ils être fiers alors que lui devait se taire? Valérie serra la main de son mari sur la table. « Il mérite d'être fier de toi, Stéphane. » « Je sais. » Le général regarda son fils. « Reste simple demain, d'accord? Tu n'as rien à prouver à personne. » Léo termina ses céréales et monta se préparer pour l'école. Il ne savait pas qu'en moins de 12 heures, la simplicité deviendrait impossible. L'école primaire Jules Ferry était située au cœur de Beaumont-sur-Loire. L'école accueillait tout le monde. Les familles de militaires qui arrivaient et partaient constamment. Les enfants de diplomates dont les parents travaillaient dans les ambassades à Paris. Les familles immigrées poursuivant le rêve français. Les enfants de la classe ouvrière dont les parents nettoyaient les bâtiments où se prenaient les décisions politiques. C'était censé être un endroit où chaque enfant comptait de manière égale. Mais Madame Monique Lambert y enseignait depuis 23 ans. Et au cours de ces 23 années, elle avait développé un sens très clair de qui disait la vérité et qui exagérait. Les murs de sa classe arboraient le drapeau français, des photos d'elle serrant la main de conseillers municipaux locaux, et des certificats d'excellence en enseignement. Elle portait sa broche tricolore chaque jour. Et elle n'avait jamais servi dans l'armée, jamais vécu à l'étranger, jamais travaillé un jour en dehors de confortables salles de classe de banlieue, mais elle savait à quoi ressemblaient les familles de généraux, et Léo Dubois ne correspondait pas à l'image. Pendant les annonces du matin,
la voix de la directrice Sandrine Lefebvre crépita dans l'interphone. Bonjour, école primaire Jules Ferry. Je vous rappelle que la journée des métiers des parents a lieu aujourd'hui. Nous sommes honorés d'accueillir des invités très spéciaux. Veuillez leur réserver un bon accueil. Dans la classe de Madame Lambert, l'énergie changea immédiatement. Hugo Roussel, un garçon blanc dont le père faisait du lobbying au Palais Bourbon, leva la main. Madame Lambert, mon père rencontre 3 députés cette semaine au sujet du projet de loi sur les infrastructures. C'est impressionnant, Hugo. Son visage s'illumina. Le service public est si important pour notre démocratie. Chloé Martin, une jeune fille dont la mère nettoyait le Palais Bourbon, leva la main à son tour. Ma mère y travaille aussi. Elle nettoie les bureaux après le départ de tout le monde. C'est bien, Chloé. Le sourire de Madame Lambert n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Maintenant, ouvrons nos manuels à la page 42. Léo observa l'échange. Il avait déjà vu ce schéma. Certains enfants étaient loués, d'autres étaient ignorés. Cela dépendait généralement de ce que faisaient leurs parents et de leur niveau de revenu. À 10 heures, Madame Lambert distribua la consigne. Classe, je veux que vous écriviez 3 paragraphes sur la carrière de vos parents. Que font-ils? Pourquoi est-ce important? Comment cela aide-t-il notre communauté? Elle marchait entre les bureaux. Faites cela avant l'arrivée de nos invités. La meilleure écriture, s'il vous plaît. Les élèves se penchèrent immédiatement sur leurs feuilles. Léo sortit son crayon et commença à écrire en lettres capitales soignées. Mon père est un général 4 étoiles dans l'armée de terre française. Il a servi notre pays pendant 32 ans dans des endroits comme l'Irak, l'Afghanistan et la Corée. Il aide à prendre des décisions importantes pour assurer la sécurité de la France. Il n'y a qu'une quarantaine de généraux 4 étoiles dans toute l'armée. Mon père a gravi les échelons à partir de sous-lieutenant. Il dit que le leadership signifie servir les autres, pas soi-même. Mon père a été déployé 6 fois. Parfois, je ne le vois pas pendant des mois, mais il le fait parce qu'il aime notre pays. C'est ce qui rend son travail important. Malik Traoré, le meilleur ami de Léo, se pencha et chuchota, « Mec, ton père est vraiment général ?» Léo hocha la tête, gardant sa voix basse. « Ouais, il n'en parle juste pas beaucoup. C'est trop cool. Mon père, il répare juste des voitures au garage. » Mon père dit que chaque travail est important, chuchota Léo en retour. Ton père assure la sécurité des gens sur les routes. C'est important aussi. Malik sourit. Madame Lambert apparut à côté du bureau de Léo. Son ombre tomba sur sa feuille. Elle se pencha et lut par-dessus son épaule. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Léo sentit son estomac se nouer. Quelque chose dans son expression lui disait qu'elle ne croyait pas un seul mot, mais elle ne dit rien. Pas encore. Elle retourna simplement à son bureau et prit une note dans son agenda. Alors que la matinée avançait, le téléphone de Léo vibra dans son sac à dos. L'école autorisait les élèves à avoir des appareils de contact d'urgence. Le sien était un vieux smartphone sur lequel ses parents pouvaient le joindre. Il le vérifia pendant la pause toilette. Un SMS de sa mère. Papa rentre plus tôt de Corée, atterrissage à Roissy-Charles de Gaulle 15 heures demain. Il sera là pour la journée des métiers finalement. Garde la surprise. Le cœur de Léo s'emballa. Son père était en Corée depuis 3 semaines. Une sorte de réunion de planification stratégique dont Léo n'avait pas le droit de connaître les détails, mais il rentrait tôt. Il serait à la journée des métiers. Léo voulait le crier sur les toits. Au lieu de cela, il glissa le téléphone dans son sac et retourna en classe. Il ne remarqua pas Madame Lambert qui l'observait depuis son bureau. Il ne vit pas le regard sceptique dans ses yeux. Elle s'était déjà fait une opinion sur Léo Dubois. Ce garçon était un menteur. Et demain, devant tout le monde, elle allait lui donner une leçon d'honnêteté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en moins de 24 heures, un général 4 étoiles franchirait la porte de sa classe, et tout ce qu'elle pensait savoir sur Léo Dubois volerait en éclats comme du verre. Le lendemain matin arriva avec une excitation inhabituelle à l'école primaire Jules Ferry. Les parents commencèrent à affluer dans la classe de Madame Lambert à 8h30. Une avocate en tailleur impeccable, un architecte portant des plans, un développeur de logiciels, un chef en tenue de cuisine, une infirmière portant encore sa blouse de sa garde de nuit.
Madame Lambert accueillit chacun avec des niveaux d'enthousiasme variables. L'avocate eut droit à une poignée de main ferme et un sourire éclatant. Le chef eut un signe de tête poli. L'infirmière eut un rapide « Merci pour votre service » avant que Madame Lambert ne se retourne pour arranger les chaises. Léo était assis à son bureau, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Son père avait envoyé un SMS à 6 heures ce matin-là. Atterri. Je rattrape mon sommeil. On se voit à l'école vers 10 heures. Fier de toi, mon fils. Encore 2 heures. Léo devait juste tenir 2 heures de plus. Classe. Madame Lambert frappa dans ses mains. Avant que nos invités ne se présentent, partageons les paragraphes que vous avez écrits. Je veux que nos visiteurs entendent avec quelle attention vous avez décrit leur travail. Un par un, les élèves se levèrent et lurent. Hugo Roussel parla du cabinet de lobbying de son père et des projets de loi importants qu'ils influençaient. Madame Lambert rayonnait. Chloé Martin parla du travail de nettoyage de sa mère et de la fierté qu'elle mettait à faire briller les bâtiments. Madame Lambert offrit un sourire crispé et passa rapidement à autre chose. Puis elle appela Léo. Léo Dubois, à ton tour. Léo se leva. Sa feuille tremblait légèrement dans ses mains. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Mon père est un général 4 étoiles dans l'armée de terre française. Il a servi notre pays pendant 32 ans dans des endroits comme l'Irak, l'Afghanistan et la Corée. Il aide à prendre des décisions importantes pour assurer la sécurité de la France. L'expression de Madame Lambert changea immédiatement. Il n'y a qu'une quarantaine de généraux 4 étoiles dans toute l'armée. Mon père a gravi les échelons à partir de sous-lieutenant. Il dit, le leadership signifie servir les autres, pas soi-même. Arrête. Le mot traversa la classe comme un coup de feu. Chaque élève se figea. Les parents levèrent les yeux de leur téléphone. Madame Lambert se leva lentement de son bureau. Léo, viens ici, s'il te plaît. Léo marcha vers l'avant de la salle sur des jambes tremblantes, son cœur martelant contre ses côtes. Classe, dit Madame Lambert, sa voix prenant un ton de leçon magistrale. Ceci est un parfait exemple de ce que nous appelons l'embellissement. Léo, j'ai besoin que tu sois honnête avec tout le monde maintenant. Que fait réellement ton père? Il est général, madame. Ses yeux se rétrécirent. Léo, j'enseigne depuis 23 ans. J'ai rencontré des généraux. J'ai eu des enfants de généraux dans mes classes. Elle croisa les bras. Les généraux ne vivent pas dans de modestes appartements en location. Leurs enfants ne fréquentent pas les écoles publiques avec des baskets usées. Leurs familles sont bien connectées dans la communauté. Il y a des registres officiels, des événements sociaux, de la reconnaissance. Léo sentit son visage s'empourprer. Mais madame, mon père reste discret parce que... Parce que quoi? Des missions secrètes? Son ton dégoulinait de sarcasme. Plusieurs élèves ricanèrent nerveusement. Hugo Roussel leva la main. Madame Lambert, peut-être que son père est vraiment. Hugo, j'apprécie ta gentillesse, mais c'est un moment pédagogique. Elle se retourna vers Léo. J'ai vérifié auprès du secrétariat hier. Il n'y a aucun général Girard listé dans notre registre de parents. La profession de ton père est indiquée comme fonctionnaire. C'est très différent d'un général 4 étoiles, n'est-ce pas? Les yeux de Léo se remplirent de larmes. Il met ça sur les formulaires pour des raisons de sécurité. Il me l'a dit. Assez. La classe sursauta à sa voix élevée. Tu vas t'asseoir tout de suite. Tu vas réécrire cette rédaction avec la vérité, et tu vas présenter tes excuses à cette classe et à nos invités pour avoir fait perdre du temps à tout le monde avec des histoires fantaisistes. Tu m'as compris? Les larmes coulèrent sur les joues de Léo, mais il ne bougea pas. Léo, j'ai dit, assieds-toi. Mon père n'a pas élevé un menteur, madame. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de madame Lambert vira au rouge. Plusieurs parents se tortillèrent mal à l'aise sur leur chaise. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Mon père est un général. Il rentre de Corée. Il sera là à 10 heures. Vous verrez. La mâchoire de madame Lambert se serra. Au bureau de la directrice. Maintenant. Malik Traoré se leva.
Mais Madame Lambert, Léo ne ment pas. J'ai vu. Malik. Assieds-toi avant de le rejoindre. Malik se rassit sur sa chaise, lançant à Léo un regard désolé. Léo attrapa son sac à dos. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Madame Lambert asséna son coup final, assez fort pour que tout le monde l'entende. Classe, que ceci soit une leçon. L'honnêteté et l'humilité sont des vertus que nous chérissons. Se faire paraître plus important que l'on est, surtout quand on vient de certains milieux, est le contraire du caractère. Léo s'arrêta à la porte. Ses mains agrippaient si fort les bretelles de son sac à dos qu'elles laissaient des marques. Tous les yeux dans la pièce le regardèrent partir dans la honte. Il avait 90 minutes jusqu'à l'arrivée de son père. 90 minutes pour survivre après avoir été traité de menteur devant tout le monde. Il n'avait aucune idée que Madame Lambert était sur le point de passer la pire journée de sa carrière d'enseignante. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Léo marcha lentement vers le bureau de la directrice, ses baskets grinçant contre le sol poli. Derrière lui, il pouvait entendre la voix de Madame Lambert reprendre les présentations de la journée des métiers comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de le détruire devant toute la classe. Il sortit son téléphone, toujours pas de nouveaux messages de son père. Probablement encore en train de dormir après ce vol de 14 heures depuis la Corée. Léo pensa à lui envoyer un message, à lui raconter ce qui venait de se passer. Mais que dirait-il? Que son enseignante l'avait traité de menteur? Que personne ne le croyait? Son père avait assez de soucis comme ça. Léo ne voulait pas paraître faible. Il remit le téléphone dans sa poche et continua de marcher. À travers la fenêtre du bureau principal, Léo aperçut la directrice Lefebvre au téléphone. Elle hochait la tête sérieusement, son expression concentrée. Elle jeta un coup d'œil à un dossier sur son bureau, puis leva les yeux et croisa le regard de Léo à travers la vitre. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme si elle le reconnaissait, mais elle était en pleine conversation, alors elle lui fit juste un petit signe de tête et retourna à son appel. Léo se demanda si Madame Lambert avait déjà appelé pour se plaindre de lui. Le directeur adjoint, Monsieur Nicolas Duval, s'occupa de la réunion. La directrice Lefebvre était toujours occupée par son appel, la porte de son bureau fermée. M. Duval était un homme blanc d'une cinquantaine d'années qui travaillait à l'école Jules Ferry depuis 15 ans. Il portait un pantalon kaki et un polo bleu avec le logo de l'école. Il avait ce genre de visage qui avait toujours l'air légèrement déçu. « Assieds-toi, Léo. » Léo s'assit sur la chaise en face du bureau de M. Duval. Elle était trop grande pour lui. Ses pieds touchaient à peine le sol. Alors, commença M. Duval, ouvrant un dossier. Madame Lambert me dit que tu as perturbé la classe et refusé de corriger de fausses informations dans ta rédaction. Monsieur, ce n'est pas faux. Mon père est vraiment. Léo. M. Duval leva une main. J'ai sorti ton dossier. Ton père est listé comme Stéphane Girard. Profession, fonctionnaire. C'est ce qui est dans notre système. C'est ce qu'il écrit sur les formulaires, monsieur. Pour des raisons de sécurité. Il n'est pas censé. Des raisons de sécurité. M. Duval gloussa. Pas méchamment, mais comme un adulte qui se prête à l'imagination d'un enfant. Léo, je comprends que tu veuilles que ton père paraisse important. Beaucoup d'enfants font ça. Mais inventer des histoires élaborées sur des généraux et des informations classifiées. Je n'invente rien. La voix de Léo sortit plus fort qu'il ne l'avait prévu. Le visage de M. Duval se durcit. Baisse la voix. Tu es déjà en difficulté, mon garçon. N'aggrave pas les choses. Le téléphone de Léo vibra dans sa poche. Il le sortit rapidement. Un SMS de son père. En retard. Briefing au ministère des Armées avancées. Serait là vers 10h30. Tiens bon. Le cœur de Léo bondit. Il montra le téléphone à M. Duval. Vous voyez, il arrive. Il sera là dans moins d'une heure. M. Duval jeta à peine un coup d'œil à l'écran. Léo, je ne peux rien vérifier à partir d'un SMS. Tu pourrais avoir le numéro de n'importe qui enregistré comme papa dans tes contacts. Mais voici ce qui va se passer. M.
Duval se pencha en avant. Tu vas retourner en classe. Tu vas présenter tes excuses à Madame Lambert pour ton manque de respect. Tu vas réécrire cette rédaction avec des informations véridiques, et ensuite nous passerons à autre chose. Compris? Léo sentit ses mains commencer à trembler. Vous ne me croyez pas. Je crois que tu cherches de l'attention, Léo. Je comprends cette impulsion. Les enfants de familles monoparentales ou de familles où les parents ont plusieurs emplois créent parfois des histoires pour se sentir spéciaux. C'est un appel à l'aide, en fait. Mes parents sont mariés. Ma mère est chirurgienne à l'hôpital Percy. Mon père. Ça suffit. M. Duval se leva. Retourne en classe tout de suite ou j'appellerai tes parents pour une conférence disciplinaire formelle et crois-moi, tu ne veux pas ça dans ton dossier. Léo se leva lentement. Sa vision était brouillée par des larmes qu'il refusait de laisser couler. Mon père sert ce pays, monsieur. Il a été déployé 6 fois. Il a gagné le droit d'être cru. L'expression de M. Duval s'adoucit légèrement, mais seulement légèrement. Retourne en classe, Léo. Quand Léo retourna dans la salle 204, tout avait changé. Les parents remplissaient maintenant l'arrière et les côtés de la classe, assis en demi-cercle sur des chaises empruntées. La journée des métiers battait son plein. Madame Lambert se tenait à l'avant, présentant M. Roussel. Tellement reconnaissante d'avoir ses invités de marque avec nous aujourd'hui. M. Roussel travaille avec certaines des personnes les plus puissantes de Paris. Accordons-lui toute notre attention. Des applaudissements parcoururent la pièce. Léo se glissa à sa place aussi silencieusement que possible. Malik se pencha et chuchota, « Ça va ?» Avant que Léo ne puisse répondre, la voix de Madame Lambert traversa la pièce. « Léo, as-tu quelque chose à partager avec la classe ?» Toutes les têtes se tournèrent. Élèves, parents, tout le monde le fixait. « Madame ? Tes excuses. » Léo sentit son estomac se nouer. La pièce devint complètement silencieuse. Ce n'étaient plus seulement ses camarades de classe. Il y avait des adultes ici, des professionnels, qui le regardaient être humilié. Un jeune garçon noir de 10 ans forcé de s'excuser pour avoir dit la vérité. Je n'ai rien pourquoi m'excuser, madame. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs parents échangèrent des regards. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres regardaient Léo comme s'il était irrespectueux. La mâchoire de Madame Lambert se crispa. « Pardon ? Devant nos invités d'honneur, tu vas continuer cette défiance ? » La mère d'Hugo, maître Isabelle Roussel, une avocate en tailleur gris, prit la parole doucement. « Peut-être devrions-nous laisser l'enfant s'expliquer. J'apprécie votre préoccupation, maître Roussel, mais la gestion de la classe est de ma responsabilité. » Le sourire de Madame Lambert était crispé et professionnel, mais ses yeux étaient durs. Elle se retourna vers Léo. « Tu as 2 choix, jeune homme. Tu peux t'excuser maintenant et réécrire ta rédaction avec des informations honnêtes, ou tu peux passer le reste de la journée des métiers assis dans le bureau pendant que tes camarades profitent de nos invités. Lequel choisis-tu » La voix de Léo se brisa quand il parla. « Quand mon père arrivera. »« Ton père ne viendra pas, Léo. » Les mots résonnèrent dans la classe comme une gifle. Les parents s'agitèrent sur leur siège. Certains élèves baissèrent les yeux sur leur bureau. Madame Lambert continua, sa voix prenant un ton de patience forcée. « Mon petit, je comprends que ce soit difficile, mais la vérité est que ton père a probablement un travail de fonctionnaire ordinaire. Peut-être au ministère des Anciens Combattants, peut-être dans une base militaire à faire de la paperasse. Ce sont des postes parfaitement respectables. » Elle s'approcha de son bureau. « Mais tu as créé ce fantasme sur des généraux en Corée et des décisions importantes parce que tu as honte. Je comprends. Tu vois le père d'Hugo rencontrer des députés, et tu veux que ta famille paraisse tout aussi importante. » Sa voix baissa, plus douce maintenant, mais d'une certaine manière plus blessante. « Mais Léo, il n'y a aucune honte à être ordinaire. La honte est de mentir à ce sujet, surtout quand on vient d'une communauté qui lutte déjà avec des stéréotypes sur l'honnêteté. » Madame Lambert, maître Roussel se leva. « Je ne pense vraiment pas. S'il vous plaît, maître Roussel, asseyez-vous. » L'avocate s'assit lentement,
son expression troublée. Malik marmonna à voix basse. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'était, Malik? Rien, madame. Malik Traoré, je t'ai entendu. Au bureau. Maintenant. Mais je n'ai pas. Maintenant. Malik attrapa son sac à dos et sortit, lançant à Léo un dernier regard de solidarité avant de disparaître dans le couloir. Léo était seul maintenant, complètement isolé dans une pièce pleine de gens. Madame Lambert se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, attendant ses excuses. Les autres parents détournaient le regard, mal à l'aise mais peu disposés à intervenir. L'horloge au mur indiquait 9h28. Son père arriverait dans environ 1 heure. Mais à ce moment précis, Léo Dubois ne s'était jamais senti aussi petit de toute sa vie. Il baissa les yeux sur son bureau, sur l'espace vide où se trouvait sa rédaction avant qu'elle ne la déchire. Ses mains agrippèrent le bord du bureau. Et puis il fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il se leva. « Madame, dit-il doucement. Je m'appelle Léo Dubois. Mon père est le général Stéphane Girard. C'est un général 4 étoiles dans l'armée de terre française. Il a servi pendant 32 ans, et quand il arrivera, vous allez me devoir des excuses. » Le visage de Madame Lambert vira au rouge profond. « Assieds-toi. » « Non, madame. » La salle retint son souffle. « Léo Dubois, si tu ne t'assieds pas tout de suite. » La porte de la classe s'ouvrit. La directrice Lefebvre entra, légèrement essoufflée, le visage rouge. Monique, dans le couloir. Immédiatement. Le ton de sa voix indiquait clairement que ce n'était pas une demande. Madame Lambert cligna des yeux, surprise. « Madame la directrice, je suis au milieu d'eux. » Maintenant, Monique. Chaque parent dans la pièce remarqua l'utilisation de son prénom. Cela n'arrivait jamais. Madame Lambert suivit la directrice Lefebvre dans le couloir, la porte se refermant derrière elle avec un clic doux. À travers la petite fenêtre, les élèves pouvaient les voir parler. Le visage de la directrice était sérieux. L'expression de Madame Lambert passa de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Léo se rassit, son cœur battant à tout rompre. Quoi qu'il se passe là dehors, cela avait à voir avec lui. L'horloge avança. 9h30. Dans le couloir, la directrice Lefebvre garda sa voix basse mais ferme. « Monique, nous avons une situation. » Madame Lambert croisa les bras sur la défensive. « Si c'est à propos de Léo Dubois, je maintenais simplement les standards de la classe. » Le garçon était clairement. J'ai passé les 20 dernières minutes au téléphone avec le bureau du protocole du camp de Satori. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Madame Lambert cligna des yeux. Le bureau du protocole? Oui. Ils ont appelé parce que nous avons un visiteur très distingué qui arrive. Lefebvre sortit son téléphone, montrant un email à Lambert. Il devait confirmer nos habilitations de sécurité, les arrangements de stationnement, et si nous pouvions accueillir un détachement de sécurité. Le visage de Madame Lambert devint blême. Un détachement de sécurité. Pour la journée des métiers. Pour le père de Léo Dubois. Le couloir sembla basculer. Léo. Léo Dubois. Oui, Monique. Le garçon de 10 ans que tu as publiquement humilié ce matin pour avoir prétendument menti sur le fait que son père est un général 4 étoiles. Oh mon Dieu. Le garçon que tu as envoyé dans mon bureau? Le garçon dont tu as déchiré la rédaction? Le garçon que tu as accusé d'inventer des histoires à cause de son lieu de résidence et de son apparence. La main de Madame Lambert se porta à sa bouche. Je pensais qu'il exagérait. Il vit dans cet immeuble modeste. Le père n'est sur aucun registre social. Il n'y avait aucune indication. Parce que les hauts responsables militaires maintiennent un profil bas pour des raisons de sécurité. La directrice Lefebvre n'avait jamais élevé la voix sur un enseignant en 15 ans d'administration, mais elle l'élevait maintenant. J'ai passé la dernière demi-heure au téléphone avec un aide très poli mais très ferme expliquant pourquoi un élève de CM1 a été traité de menteur pour avoir dit la vérité sur le service de son père. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? À travers les fenêtres du couloir, les deux femmes pouvaient voir du mouvement à l'extérieur. 3 SUV noirs entrèrent dans le cercle d'entrée de l'école.
Des hommes en costume sombre sortirent en premier. Service secret ou sécurité militaire? Lefebvre n'était pas sûr. Il se déplaçait avec une précision exercée, balayant la zone. Puis, du véhicule central, un homme sortit. Il était grand, digne, et portait un grand uniforme militaire. La veste bleue foncée était immaculée. Des médailles couvraient sa poitrine en rangées nettes, chacune représentant le service, le sacrifice, les campagnes. Sur chaque épaule, 4 étoiles argentées captaient la lumière du matin. Le général Stéphane Girard était arrivé. Madame Lambert sentit ses genoux fléchir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il est réel. Oui, Monique. Il est réel. Et en ce moment, il entre dans mon école pour ramasser les morceaux de ce que tu as fait à son fils. À l'intérieur de la classe, les élèves et les parents remarquèrent l'agitation à l'extérieur. C'est le président? Chuchota un enfant. Regardez tous ces gardes du corps. M. Roussel, le lobbyiste, se leva et se dirigea vers la fenêtre, ses yeux s'écarquillant. C'est un général 4 étoiles. La salle éclata en chuchotements. Léo était assis, figé à son bureau. À travers la fenêtre, il pouvait voir son père marcher vers l'entrée de l'école avec cette démarche calme et mesurée qu'il avait vue 1000 fois. Son père était là. En uniforme. Tout le monde allait voir la vérité. Le général Stéphane Girard traversa l'entrée principale de l'école Jules Ferry comme s'il passait des troupes en revue. Calme, mesuré, absorbant chaque détail. Le personnel de sécurité resta à l'extérieur, selon ses instructions. Ce n'était pas une opération militaire. C'était un père qui venait voir son fils. La directrice Lefebvre le rencontra dans le couloir principal. Général Girard, monsieur, je suis la directrice Lefebvre. Je tiens à m'excuser. Il lui serra la main fermement mais brièvement. Madame la directrice, je vous remercie d'avoir accepté ce court préavis. Je m'excuse pour la perturbation de votre journée scolaire. Sa voix était professionnelle, contrôlée, mais il y avait de l'acier en dessous. Je crois comprendre qu'il y a eu une certaine méprise concernant la rédaction de mon fils. Derrière Lefebvre, Madame Lambert se tenait figée, le visage de la couleur de la craie. Les yeux du général Girard se posèrent sur elle, non pas avec colère, juste en évaluant. Vous êtes l'enseignante de Léo? Oui, monsieur. Madame Lambert, Général, je veux m'excuser. Il y a eu une terrible confusion au sujet d'eux. Une confusion? Son ton ne s'éleva pas. Il n'en avait pas besoin. Mon fils a été traité de menteur devant ses camarades pour avoir dit la vérité sur le service de son père. Où était exactement la confusion, madame? Je ne savais pas. Je n'avais aucun moyen de vérifier. Vous n'avez pas vérifié. Il laissa les mots en suspens. Vous avez supposé. Madame Lambert n'eut aucune réponse. Le général Girard continua, sa voix calme et tranchante. Madame, j'ai passé 3 décennies à commander des soldats. Une chose que j'ai apprise pendant ce temps, ce sont les suppositions sur les gens basées sur leur apparence, leur lieu de résidence, ou ce que vous pensez qu'ils devraient être. Ces suppositions sont généralement fausses, et elles sont toujours dangereuses. Il ajusta légèrement sa veste d'uniforme. J'ai commandé des troupes dans des zones de combat. J'ai briefé des présidents et des ministres des Affaires étrangères. J'ai pris des décisions qui ont affecté des milliers de vies. Mais en ce moment, la chose la plus importante que je dois faire est de voir mon fils de 10 ans, qui a été humilié pour avoir dit sa vérité. Ses yeux ne la quittèrent jamais. Où est Léo? La porte de la classe s'ouvrit. La directrice Lefebvre entra la première, son sourire professionnel ne cachant pas tout à fait son stress. Classe, nous avons un invité très spécial qui nous rejoint pour la journée des métiers. Madame Lambert suivit, l'air d'être sur le point de vomir. Puis le général Stéphane Girard franchit le seuil. L'effet fut immédiat. La pièce devint silencieuse. Pas le silence d'une salle de classe, le silence d'un cimetière. Chaque parent se leva sans réfléchir. M. Roussel, qui dînait régulièrement avec des députés, redressa sa posture comme un cadet. La docteure Moreau, la chirurgienne, plaça sa main sur son cœur.
Les familles de militaires dans la pièce reconnurent immédiatement le grade. 4 étoiles. On ne voit pas 4 étoiles entrer dans une école primaire tous les jours. Léo vit son père, et tout ce qu'il avait retenu à l'intérieur se brisa. Papa. Sa voix était petite, brisée, soulagée. Le comportement professionnel du général Girard se fissura un instant. Ses yeux trouvèrent son fils assis à ce bureau, le visage taché de larmes et épuisé. Il traversa la pièce en 4 longues enjambées, sans se soucier du protocole ou des apparences. Il s'agenouilla au niveau de Léo, là, devant tout le monde, et prit son fils dans ses bras. « Je suis là, Léo. Je suis là. Je suis désolé d'être en retard. » Léo enfouit son visage dans l'uniforme de son père et pleura. Non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il avait tout gardé en lui pendant si longtemps. Parce que son père était enfin là. Parce que la vérité était enfin visible. L'étreinte dura peut-être 10 secondes, mais en ces 10 secondes, chaque personne dans cette pièce comprit ce dont elle avait été témoin ce matin. Un enfant disant la vérité et étant détruit pour cela. Le général Girard se releva, gardant la main de Léo dans la sienne. Il se tourna pour faire face à la classe. « Bonjour. Je suis le général Stéphane Girard, de l'armée de terre française. Je m'excuse pour la perturbation de votre journée des métiers, mais j'ai promis à mon fils que je serai là, et je ne romps pas les promesses faites à mon fils. » Sa voix était calme, professionnelle, mais chaque mot avait du poids. Il jeta un coup d'œil à Madame Lambert, qui se tenait près de son bureau, l'air de vouloir disparaître. « Madame, je crois comprendre qu'il y avait une question sur la rédaction de Léo. » La salle retint son souffle. Madame Lambert ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La directrice Lefebvre intervint. « Général Girard, s'il vous plaît. Si vous souhaitez parler aux élèves de votre carrière, nous serions honorés. » Il hocha la tête une fois. « Merci. » Il se retourna vers la classe, Léo tenant toujours sa main. « Mon fils a écrit que je suis un général 4 étoiles qui a servi pendant 32 ans. Chaque mot est vrai. J'ai commandé des troupes en Irak et en Afghanistan. J'ai servi en Corée, en Allemagne, et à travers la France. En ce moment, j'aide à développer la stratégie militaire pour l'état-major des armées. » Les élèves le regardaient avec de grands yeux. Léo a aussi écrit que le leadership signifie servir les autres, pas soi-même. Il a appris cela en regardant sa mère, la docteure Valérie Moreau, une chirurgienne pédiatrique, sauver la vie d'enfants pendant que j'étais à l'autre bout du monde. Il l'a appris en déménageant 8 fois, en changeant d'école 6 fois, en passant des anniversaires, des Noëls et des vacances sans son père parce que j'étais déployé. Il fit une pause, regardant chaque élève. Mon fils n'a pas exagéré dans sa rédaction. En fait, il a été modeste. La vérité sur ce que les familles de militaires sacrifient est plus dure que tout ce qu'il a écrit sur cette feuille. Ses yeux se posèrent sur Madame Lambert. Quand un enfant vous dit sa vérité, surtout quand cette vérité est difficile ou ne correspond pas à vos attentes, le premier réflexe devrait être d'écouter, pas de supposer qu'il ment parce que sa vérité vous met mal à l'aise. La pièce était absolument silencieuse. La voix de Madame Lambert sortit comme un murmure. « Général Girard, je dois des excuses à Léo. De vraies excuses. » Elle se tourna pour faire face à Léo, des larmes coulant sur son visage. « Léo, j'ai eu tort. Complètement, totalement tort. J'ai fait des suppositions sur toi et ta famille basées sur des choses qui n'avaient rien à voir avec qui tu es. Je t'ai jugé. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas cru. Et je t'ai fait du mal. » Sa voix se brisa. « Tu méritais tellement mieux de ma part. Tu mérites d'être cru. Je suis tellement, tellement désolé. » Léo regarda son père, qui lui fit un petit signe de tête. « C'est ton choix, mon fils. » Léo prit une profonde inspiration. « Madame Lambert, mon père dit que tout le monde fait des erreurs. Il dit que l'important, c'est ce qu'on fait après les avoir commises. » La sagesse de ces mots, venant d'un enfant de 10 ans qui avait été humilié quelques heures plus tôt, frappa tout le monde dans la pièce. Peut-être que vous pourriez croire davantage les enfants, même quand leurs histoires semblent trop grosses pour être vraies. Je le ferai, Léo. Madame Lambert essuya ses yeux. Je le promets. Malik fut ramené du bureau. Le général Girard lui serra la main et le remercia de s'être levé pour Léo.
Hugo Roussel s'approcha de Léo par la suite. Je suis désolé de ne pas en avoir dit plus tout à l'heure. C'était vraiment courageux ce que tu as fait. D'autres élèves se rassemblèrent autour de Léo, non plus avec pitié, mais avec respect. M. Roussel, le lobbyiste, s'approcha du général Girard. Monsieur, je travaille avec des membres du Parlement tous les jours. Ce que vous avez dit sur le fait d'écouter d'abord, j'avais besoin de l'entendre aussi. Madame Martin, qui nettoyait le palais Bourbon, serra la main du général avec des larmes dans les yeux. Merci pour ce que vous avez dit sur le service, de toutes sortes. La directrice Lefebvre fit une annonce à la classe. À compter d'aujourd'hui, l'école primaire Jules Ferry mettra en œuvre une formation complète sur les préjugés implicites pour tout le personnel. Ce qui s'est passé ce matin ne devrait plus jamais se reproduire. Madame Lambert hocha la tête, la main sur le cœur. Je serai la première à m'inscrire. Le général fit alors quelque chose d'inattendu. De sa poche, il sortit une petite pièce dorée, une pièce commémorative militaire de son unité. Elles étaient traditionnellement données pour un service exceptionnel. Il la plaça dans la main de Madame Lambert. Je ne vous donne pas ça pour ce qui s'est passé ce matin, madame. Je vous la donne pour vos excuses. Cela a demandé un vrai courage. Utilisez-la pour vous souvenir que la croissance vient de nos erreurs, pas de nos succès. Madame Lambert serra la pièce, hochant la tête, incapable de parler. Pendant les 20 minutes suivantes, le général Girard fit une présentation sur le service militaire, le leadership et le sacrifice. Il répondit aux questions des élèves curieux. Il partagea des histoires adaptées à leur âge. Il fit en sorte que chaque enfant se sente important. Et à la fin, la directrice Lefebvre suggéra une photo de classe. Les élèves se rassemblèrent autour du général. Léo se tenait au premier plan, la main dans celle de son père, arborant le plus grand sourire de sa vie. Cette photo deviendrait virale sur les réseaux sociaux dans les 48 heures. Mais à ce moment précis, c'était juste un fils debout avec son père. Enfin cru, enfin vengé, enfin vu. Ce soir-là, la famille Girard était assise ensemble dans leur modeste appartement de Beaumont-sur-Loire, le même appartement que Madame Lambert avait jugé comme preuve que Léo mentait. La docteure Valérie Moreau avait quitté le bloc opératoire plus tôt lorsque Stéphane l'avait appelée pour lui raconter ce qui s'était passé. Maintenant, elle était assise sur le canapé avec Léo blotti sous son bras, toujours dans sa blouse de chirurgien. Le général Girard était assis en face d'eux, sans uniforme maintenant, de retour en jean et t-shirt. Justin père à nouveau. « Comment te sens-tu, mon chéri ?» demanda Valérie, lissant les cheveux de Léo. Fatigué, Léo se pencha contre sa mère. « Mais bien, je crois. »« Que as-tu appris aujourd'hui ?» demanda son père. Léo y réfléchit attentivement. Ses parents lui avaient toujours appris à trouver des leçons dans les expériences difficiles. « J'ai appris que dire la vérité est parfois très difficile, surtout quand les gens ne veulent pas vous croire, mais qu'il faut quand même le faire. » Stéphane hocha la tête. « Quoi d'autre ? » Que les idées que les gens ont sur vous peuvent être complètement fausses, mais que cela ne signifie pas que vous devez changer qui vous êtes pour correspondre à ce qu'ils attendent. Valérie l'embrassa sur le haut de la tête. « C'est très sage, Léo. » Mais papa, Léo leva les yeux vers son père. « Oui, mon fils. Pourquoi n'as-tu pas simplement parlé de ton travail à l'école avant ? Alors ça ne serait pas arrivé. » C'était une question juste, une que Stéphane s'était posée tout l'après-midi. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Léo, ta valeur n'a rien à voir avec mon grade. Tu es précieux pour qui tu es. Tu es gentil. Tu es honnête. Tu es courageux. Je ne veux jamais que tu penses que tu as besoin de mes accomplissements pour être important. » Il fit une pause. « Mais je réalise aussi maintenant qu'en gardant un profil si bas, je t'ai mis dans une position impossible. Tu n'aurais pas dû avoir à défendre ta vérité seule. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, nous nous assurons que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant à l'école Jules Ferry, ou n'importe où ailleurs. » 3 mois passèrent. L'école primaire Jules Ferry avait l'air différente maintenant, pas physiquement, mais la culture avait changé. Chaque membre du personnel avait suivi une formation complète sur les préjugés implicites. Ce n'était pas facultatif. La directrice Lefebvre en avait fait une condition pour le maintien dans l'emploi.
La formation couvrait les préjugés raciaux, les préjugés de classe et le danger des suppositions, avec des scénarios réels, des conversations inconfortables, une croissance nécessaire. Madame Monique Lambert assista à chaque session. Elle ne se contenta pas de participer, elle aida à les animer. Lors d'une réunion du personnel 2 mois après l'incident, elle se tint devant ses collègues et partagea son expérience. Il y a 3 mois, j'ai blessé un enfant parce que je ne pouvais pas voir au-delà de mes propres suppositions. J'ai regardé Léo Dubois et j'ai décidé que sa vérité était impossible parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que j'avais dans ma tête de ce à quoi une famille de général devrait ressembler. Sa voix était stable maintenant, plus forte. J'ai passé les derniers mois à examiner mes préjugés, ce que je ne savais même pas avoir. J'ai appris que mes instincts sur les élèves n'étaient souvent que des préjugés déguisés en expérience. Elle leva la pièce commémorative militaire que le général Girard lui avait donnée. Je la garde sur mon bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que la croissance vient de nos erreurs, pas de nos succès. La formation a conduit à de réels changements de politique, un nouveau protocole, vérifié avant de questionner. Si un élève fait une déclaration sur sa famille qui semble inhabituelle, la première étape est de vérifier auprès des parents, pas d'interroger l'enfant. Le conseil des élèves, inspiré par l'expérience de Léo, a créé l'initiative « Vérité et confiance », un système de soutien par les pairs où les élèves pouvaient parler des moments où ils se sentaient non entendus ou non crus. Léo est devenu l'un des membres fondateurs. La classe de Madame Lambert a également changé. Le premier jour de retour après l'incident, elle a rassemblé ses élèves et a créé une nouvelle charte de classe. Les enfants ont aidé à l'écrire. Elle était maintenant accrochée au mur en grandes lettres. Dans cette classe, nous croyons d'abord et questionnons avec respect. Nous ne supposons jamais que quelqu'un ment parce que sa vérité semble impossible. L'histoire de chacun compte. Chaque élève l'a signé, même Léo, surtout Léo. Madame Lambert a également lancé un cercle mensuel d'histoire de famille. Les élèves pouvaient parler de leur famille sans jugement. Le but n'était pas de comparer ou de rivaliser, juste d'écouter et d'apprendre. Au cours d'une session, Chloé Martin a raconté comment sa mère était fière de son travail de nettoyage au Palais Bourbon, comment elle connaissait chaque couloir et chaque bureau, comment les députés lui demandaient parfois des conseils sur l'histoire du bâtiment. Madame Lambert écoutait différemment. Maintenant, elle entendait la fierté dans la voix de Chloé au lieu de la rejeter comme moins importante que d'autres carrières. Malik a raconté comment son père pouvait diagnostiquer les problèmes de voiture simplement en écoutant le moteur, comment il avait construit son petit garage à partir de rien. Hugo Roussel a surpris tout le monde en disant que le travail de lobbying de son père lui semblait moins important après avoir rencontré le général Girard, qu'il avait commencé à réfléchir à ce que signifiait vraiment le service. Et Léo, il a parlé des familles de militaires, du sacrifice, des enfants qui déménagent constamment et à qui leurs parents manquent mais qui continuent d'avancer. La classe écoutait sans interruption. C'est ce qui a le plus changé. L'écoute. La photo virale s'est propagée plus vite que prévu. L'image du général Girard en grand uniforme, 4 étoiles visibles, agenouillé à côté de son fils de 10 ans tandis que des élèves et des parents émus regardaient. La légende qui l'accompagnait racontait l'histoire. Comment une enseignante avait traité un élève noir de menteur pour avoir écrit sur le service de son père, comment elle avait déchiré sa rédaction, comment elle l'avait humilié publiquement, et comment un général 4 étoiles était entré dans cette classe pour se tenir aux côtés de son fils. Les médias s'en sont emparés. L'histoire est apparue aux informations locales, puis nationales. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions. Certains se sont concentrés sur le racisme, d'autres sur le classisme, beaucoup sur le courage qu'il a fallu à Léo pour tenir bon. Mais l'aspect le plus partagé a été les excuses et la transformation de Madame Lambert. Les gens en avaient assez des histoires où l'antagoniste subissait des conséquences mais ne changeait jamais. C'était différent. Cela montrait que la rédemption était possible. 3 mois plus tard, Madame Lambert a reçu des invitations à prendre la parole lors de conférences sur l'éducation au sujet des préjugés implicites. Elle en a accepté certaines, en a décliné d'autres, mais a toujours souligné le même message. Je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je suis le contre-exemple. Mais je suis la preuve que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à faire le travail difficile. Léo aujourd'hui est différent du garçon de 10 ans effrayé qui se tenait à l'avant de cette classe. Il est plus confiant, toujours humble, toujours gentil, mais n'a plus peur de partager sa vérité.
il a lancé un programme de mentorat par les pairs à l'école Jules Ferry où les élèves plus âgés aident les plus jeunes à naviguer dans des situations difficiles. La première règle du programme, croire d'abord, questionner avec bienveillance. Son amitié avec Malik s'est renforcée. Hugo Roussel est devenu un habitué de leur table au déjeuner. Même Chloé Martin a rejoint leur groupe. Il s'appelait elle, Escouade de la vérité. Des enfants qui se sont engagés à écouter les histoires des autres sans jugement. Le général Girard assistait aux événements scolaires lorsque son emploi du temps le permettait, pas en uniforme, juste en tant que père de Léo. Il voulait que son fils sache qu'il était fier de lui pour qui il était, pas pour ce que faisait son père. La docteure Valérie Moreau a continué à sauver des vies à l'hôpital Percy, mais elle s'est assurée d'assister à chacune des présentations de Léo sur les familles de militaires, parce que c'était vraiment de cela qu'il s'agissait. Pas de généraux ou de grades ou de postes, mais d'une famille qui s'aimait et d'un fils qui a appris que la vérité, même quand elle est difficile, vaut toujours la peine d'être défendue. La famille Girard est retournée à sa vie tranquille. Mais l'école Jules Ferry et tous ceux qui ont entendu l'histoire de Léo ont été changés à jamais. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester fidèle à votre vérité. Même quand le monde entier vous dit que vous avez tort. Surtout à ce moment-là. L'histoire de Léo Dubois est l'expérience d'un enfant dans une classe à Beaumont-sur-Loire. Mais elle représente quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans les écoles de France chaque jour. En ce moment même, quelque part, on dit à un enfant que sa vérité n'a pas d'importance parce qu'elle ne correspond pas aux attentes de quelqu'un. Un élève noir est interrogé plus durement que ses camarades blancs. Un enfant d'une famille de la classe ouvrière est ignoré parce que les adultes supposent qu'il exagère. Un enfant de militaire est incompris parce que les gens ne voient pas le sacrifice derrière son extérieur calme. Et la plupart du temps, il n'y a pas de général 4 étoiles qui franchit la porte pour arranger les choses. Alors, la question devient, que faisons-nous à ce sujet? Les statistiques donnent à réfléchir. Selon le ministère de l'Éducation nationale, les élèves issus de l'immigration ou des quartiers défavorisés sont sanctionnés à un taux plus élevé que les autres élèves pour les mêmes infractions. Les infractions subjectives, des choses comme la défiance ou la perturbation, expliquent la plupart de ces disparités. Traduction, lorsqu'un enseignant doit user de son jugement pour savoir si un élève est irrespectueux, les élèves de couleur sont punis plus sévèrement. La même étude a révélé que la grande majorité des enseignants n'ont jamais reçu de formation pour reconnaître leurs propres préjugés implicites. Ils prennent des décisions sur l'avenir des enfants sur la base de suppositions qu'ils ne savent même pas avoir. Une autre étude a révélé que les garçons noirs, dès l'âge de 10 ans, sont perçus comme moins innocents et plus adultes que leurs pères blancs. On leur accorde moins le bénéfice du doute, moins de grâce, moins d'enfance. Léo Dubois a vécu tout cela en une matinée. Et son histoire nous montre le coup réel. Les enfants qui se sentent non entendus à l'école sont 4 fois plus susceptibles de se désengager scolairement. Ils arrêtent de lever la main, arrêtent de partager leurs histoires, arrêtent de croire que leur vérité compte. C'est le dommage invisible des préjugés. Pas seulement le moment d'humiliation, mais l'érosion lente de la confiance d'un enfant en lui-même. Mais l'histoire de Léo nous montre aussi autre chose. Que le changement est possible. Que les gens peuvent grandir. Que les systèmes peuvent s'améliorer lorsque nous exigeons mieux. Madame Lambert aurait pu nier ce qu'elle a fait. Elle aurait pu trouver des excuses. Elle aurait pu blâmer Léo d'être trop sensible. Au lieu de cela, elle a fait la chose la plus difficile. Elle a regardé ses propres préjugés. Elle s'est excusée sincèrement. Elle a changé sa classe et son approche de l'enseignement. Cela n'efface pas ce qu'elle a fait, mais cela montre une voie à suivre. L'école Jules Ferry aurait pu étouffer l'incident. Au lieu de cela, ils ont mis en place une formation obligatoire sur les préjugés. Ils ont changé leur politique. Ils ont créé des systèmes pour empêcher que cela ne se reproduise. C'est ainsi que les institutions s'améliorent, en reconnaissant le tort et en prenant des mesures concrètes pour prévenir de futurs torts. Et Léo, il aurait pu laisser cette expérience le rendre petit et silencieux. Au lieu de cela, il a lancé un programme de mentorat par les pairs. Il a partagé son histoire. Il a aidé d'autres enfants à trouver leur voie. C'est la résilience. Non pas parce que le traumatisme l'a rendu plus fort, mais parce qu'il a choisi d'utiliser son expérience pour aider les autres. Alors, que pouvez-vous faire? D'abord, posez-vous des questions difficiles. Quand quelqu'un vous dit sa vérité, surtout quelqu'un d'une communauté marginalisée,
Le croyez-vous ou cherchez-vous immédiatement des raisons de douter? Quand un enfant partage quelque chose qui semble inhabituel ou impressionnant, votre premier réflexe est-il de le célébrer ou de vous demander s'il exagère? Quand vous voyez quelqu'un être traité injustement, parlez-vous ou restez-vous silencieux pour éviter de créer un malaise? Ce ne sont pas des questions confortables, mais elles sont nécessaires. Deuxièmement, agissez. Si vous êtes parent, parlez à l'école de votre enfant de la formation sur les préjugés implicites. Demandez quelle politique ils ont pour protéger les élèves de la discrimination. Si vous êtes enseignant, examinez votre propre classe. Accordez-vous à chaque élève le même bénéfice du doute, ou vos suppositions affectent-elles la façon dont vous les traitez? Si vous êtes juste quelqu'un qui a entendu cette histoire et a ressenti quelque chose, partagez-la. Les conversations changent la culture. Plus nous parlons de ces questions, plus il est difficile de les ignorer. Et enfin, enseignez aux enfants de votre vie que leur vérité compte. Qu'ils n'ont pas à se rétrécir pour mettre les adultes à l'aise. Que rester fidèle à sa vérité, même quand c'est difficile, en vaut toujours la peine. Le général Stéphane Girard n'est pas entré à l'école Jules Ferry ce matin-là pour humilier une enseignante. Il est entré pour se tenir aux côtés de son fils, pour montrer à Léo et à chaque enfant qui regardait que la vérité compte, que vous comptez. La question maintenant est, que ferez-vous de ce message? Ferez-vous défiler cette histoire et l'oublierez-vous d'ici demain? Ou la laisserez-vous changer la façon dont vous écoutez, dont vous croyez, dont vous traitez les gens autour de vous? Parce que voici la vérité que Léo Dubois a apprise à 10 ans. Une personne fidèle à sa vérité peut changer tout un système, mais seulement si le reste d'entre nous est prêt à écouter. Si cette histoire vous a ému, faites 3 choses. 1. Partagez-la. Quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. 2. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été décrédibilisé en disant votre vérité ou avez-vous été témoin de la vérité de quelqu'un d'autre être rejeté? Votre histoire compte. 3. Abonnez-vous et activez les notifications. Des histoires comme celle-ci sur la justice, la rédemption et la défense de ce qui est juste sont au cœur de cette chaîne. Rappelez-vous, votre vérité compte. Vous comptez. Ne laissez personne vous le faire oublier.